Parmi les réalisateurs nippons au succès mondial, Imamura Shohei s'impose comme un des plus étonnants à avoir succédé à la première vague internationale de cinéma japonais, focalisée sur les Kurosawa Akira, Mizoguchi Kanji et Ozu Yasujiro. Avec son contemporain tout aussi brillant Oshima Nagisa et d'autres peut-être moins connus, on en a fait un pilier de la nouvelle vague japonaise, qui emprunte sa dénomination à la nouvelle vague française, tout en s'en distinguant radicalement et en se montrant en définitive bien moins rigide et bien plus pertinente, mais ceci n'engage que cette ignare de moi. Quoi qu'il en soit, Imamura a, étonnamment, su s'exporter. Il fait partie du cercle relativement restreint de réalisateurs ayant obtenu 2 fois la Palme d'Or à Cannes, pour La Balade de Narayama, 1983, et L'Anguille, 1997, et je me souviens encore qu'à la sortie de l'eau tiède sous un pont rouge, 2001 déjà, plus d'un avait pronostiqué qu'il en gagnerait une troisième, ce qui n'a pas eu lieu, mais qu'importe. Comme tant de réalisateurs japonais, qu'ils soient d'ores et déjà envisagés comme des classiques ou pas, il a livré une œuvre abondante dont je ne connais pour l'heure que les échos les plus tonitruants, à savoir ses 2 palmes d'or. J'ai beaucoup aimé L'Anguille, d'après une nouvelle de Yoshimura Akira, que je n'ai pas lue, mais j'ai adoré La Balade de Narayama, ce qui m'a amené tant qu'à faire à lire le roman originel de Fukazawa Shichiro, excellent lui aussi, mais pas à regarder sa première adaptation par Kinoshita Keisuke, visiblement très différente. L'approche délibérément anthropologique du film d'Imamura, dimension que l'on retrouve également dans le roman, mais avec des connotations différentes sans doute, m'a tout particulièrement parlé. Tourné à la façon d'un documentaire matérialisant en images fortes la rudesse et la crudité d'un monde sauvage et hostile, c'est là une œuvre de tout premier ordre, de celles qui produisent sur le spectateur un effet inoubliable. C'était sans doute une raison plus que suffisante pour poursuivre l'exploration de la filmographie du réalisateur, en creusant un peu. Je m'étais procuré il y a quelque temps de cela, outre De l'eau tiède sous un pont rouge, les 2 films qui précédaient immédiatement La Balade de Narayama, à savoir La vengeance est à moi et Eija Naika, sans pour autant trouver l'occasion de les regarder. Pas davantage pour ce qui est de son adaptation du très chouette roman de Nosaka Akiyoki, Les pornographes, sous le titre Le pornographe, introduction à l'anthropologie, un peu plus vieux, il faudra. Et c'est finalement de manière très aléatoire, les envies d'un soir, avec Pluie Noire que j'approfondis un peu le sujet. Pluie Noire également est une adaptation de roman, en l'espèce celui éponyme de Masuji Ibuse, que j'ai également dans ma bibliothèque à lire, qui a connu un grand succès en son temps. Il est sorti en 1965, et par la suite, le film n'est pas en reste, qui a connu un beau succès critique, et a été doublement récompensé à Cannes s'il n'a pas cette fois remporté la Palme d'Or. C'était l'occasion pour Imamura de traiter à nouveau d'un tabou nippon, mais d'un ordre très particulier, et qui aujourd'hui encore reste difficile à traiter là-bas. Et pour cause, il s'agit d'évoquer le bombardement atomique de Hiroshima le 6 août 1945, et plus encore ses suites à très court terme. Et mon visionnage a débuté sur un énorme malentendu. Le visuel moche de la jaquette, les photographies du film, avec leur noir et blanc un peu sale et granuleux, m'avaient amené instinctivement à supposer qu'il s'agissait là d'un film relativement ancien dans l'œuvre d'Imamura. Mais pas du tout. Manipulé le Nébal, et d'autres aussi peut-être. Le film date en fait de 1989, il est donc postérieur à la balade de Narayama. Mais les choix techniques du réalisateur, qui n'ont à l'évidence rien d'innocent, forgent au préalable cette image faussée qui questionne ainsi d'emblée la possibilité de la reconstitution historique, a fortiori d'un événement aussi singulier et aussi horrible. En fait, ce noir et blanc un peu sale, ce cadre éventuellement tremblant, mais s'inscrivant dans un montage sobre, l'emploi de la lumière, l'allure même des acteurs sinon leur jeu, à voir, sont autant de moyens de leurrer le spectateur. Éventuellement en pleine connaissance de cause, là n'est pas la question. Il n'y a guère que la bande-son qui, délibérément sans doute, ne joue pas ce jeu jusqu'au bout, peut-être. Mais l'impact demeure, qui renvoie sans doute à la balade de Narayama, et peut-être à d'autres œuvres antérieures réalisées ou du moins présentées dans une optique anthropologique. Ce choix s'avère donc bien vite très pertinent et n'a rien d'une affectation. Ce qui donne l'orientation du film dans ses premières séquences, qui, là encore, font preuve d'une singularité et d'une intelligence cinématographique, narrative ou historique, qui hissent sans ambiguïté le film bien au-dessus des seuls clichés d'un cinéma-vérité plus ou moins sincère, et sans doute à craindre avec un sujet pareil. En effet, oubliez l'affiche, ou son slogan, Pluie Noire n'est pas un film sur Hiroshima. Hiroshima et son bombardement ne sont que des points de départ. Le film y consacre une dizaine de minutes à peine au tout début, allez, un quart d'heure tout au plus. Par la suite, on y reviendra occasionnellement, 2 flashbacks je crois, mais guère longtemps à chaque fois. L'essentiel du film se déroule en fait 5 ans plus tard, et dans une campagne finalement assez souriante, de prime abord. Contraste bien sûr avec la ville anéantie par l'atome.
Mais fidèle à son optique quasi-documentaire, et forcément conscient des périls du sujet, Imamura adopte alors un dispositif cinématographique particulier en usant, à une exception près, la seule image du champignon nucléaire de tout le film, qui arbore sans qu'on y appuie quelque chose d'une menace surnaturelle, démoniaque, de plans resserrés et d'une grande sobriété à hauteur d'homme. Imamura évite ainsi tout pathos de mauvais goût sans pour autant cacher pudiquement le drame. Bientôt les victimes apparaissent à l'écran, les morts carbonisés, peu ou prou en cendres, et les survivants pour un temps, la chair brûlée, fondue, flasque, comme autant de créatures de cauchemar. Un papier lu avant de rédiger cet article mentionnait les zombies de George A. Romero, et c'est probablement pertinent, ceux de La Nuit des Morts Vivants au premier chef, les deux films disposant de cette même approche quasi documentaire. Et peut-être plus cauchemardesque encore, car toujours humaine. Au moment de l'explosion, les Shizuma, Shigematsu, Kitamura Kazuo, bonhomme, parfait, et Shigeko, Ichihara Etsuko, se trouvaient à Hiroshima où ils habitaient. Leur nièce, Yasuko, Tanaka Yoshiko, lumineuse, venait justement leur rendre visite ce jour-là. Les Shizuma sont aux premières loges quand frappe la bombe. L'explosion n'est perçue qu'indirectement au travers d'une foule ballottée par le souffle, mais sentir sans trop de blessures visibles du moins, car les victimes de Hiroshima n'ont alors en rien conscience de la menace sourde des radiations. Yasuko, qui était à bord d'une petite barque lors de l'éclair, toujours presque qualifié ici, éventuellement en précisant éclair qui tue par la suite, ne subit pas à proprement parler l'explosion, mais est souillé par une pluie noire qui en résulte, phénomène de bien mauvais augure et sans doute pas très bien compris. Après quoi, l'oncle, la tante et la nièce errent toute la journée dans une Hiroshima volatilisée, hantée par les victimes atterrées et en proie aux flammes. L'incendie, conséquence immédiate du bombardement, est tout particulièrement à craindre. Mais 5 années passent. Nous sommes à la campagne et le Japon a changé, même loin des villes. La guerre est terminée depuis longtemps et pourrait n'être réduite qu'à un bien triste souvenir si ses séquelles n'étaient pas palpables au quotidien. Un personnage exprime bien cette dimension tragicomique et à l'origine de scènes que l'on hésite à qualifier de drôles ou de déchirantes, peut-être parce qu'elles sont les deux à la fois. Il s'agit de Yuichi, un jeune homme habile de ses mains, sculpteur émérite dans un genre grotesque qui n'est pas sans charme, mais qui perd la tête au moindre bruit de moteur, heureusement assez rare dans sa campagne. Possédé par le démon militaire, il perçoit dans ces bruits mécaniques autant de vrombissements des chars d'assaut américains. Il n'a alors d'autre choix que d'obéir aux ordres intêtables de ses supérieurs et de se jeter sous les chenilles imaginaires pour y faire sauter une bombe hypothétique. Mission accomplie. Scène cocasse, burlesque et pourtant terrible quant à leurs implications. Yoichi tient du traumatisme visible, même s'il n'est qu'occasionnel. En 5 années, cependant, on en a appris davantage concernant ce qui s'est passé à Hiroshima. Et si des interrogations essentielles demeurent, dont la plus douloureuse, la plus lancinante, pourquoi ont-ils fait ça? La réalité de la menace des radiations, malgré nombre de zones d'ombre, est globalement un fait connu. Les Shizuma, comme tant d'autres, sont des Hibakusha, reconnus comme tels, des victimes de la bombe, des irradiés. Autant dire, même si le cadre bucolique qui est désormais le leur dans une campagne qui pourrait être de carte postale ne semble tout d'abord pas affecté par cette dimension, autant dire donc qu'ils sont tous autant de morts en sursis. Car les morts s'accumulent toujours. Les irradiés, fatalement, développent à terme une maladie, le véritable poison de l'éclair qui tue, et meurent, quoi qu'on fasse. Il est vrai que la médecine est largement désarmée, avec ces docteurs qui martèlent que tout est affaire de volonté, même la maladie. Mangez donc de ces légumes, surtout ne forcez pas trop. Cette dernière injonction passe d'ailleurs mal auprès de certains, pour qui les irradiés ont finalement la belle vie. On peut tenter de faire appel à d'autres garants, bien sûr, dans la foi ou la magie. Shigeko, bonne femme superstitieuse, a recours à une médium dont la nature de charlatan ne fait pourtant aucun doute aux yeux de Shigematsu. Mais le mal des radiations, s'il est grossièrement conçu, si l'on a globalement conscience de sa menace, n'est pas défini avec précision. On s'étonne, les irradiés du moment, tels les Shizuma, que, en bien des occasions, il se trouve des irradiés d'après, pas présents au moment de l'explosion, mais ayant parcouru les lieux sinistrés assez rapidement ensuite, qui meurent précocement, avant ceux que l'on aurait cru être les premières victimes, lesquels, comme de juste, éprouvent alors un vague sentiment de culpabilité à rester ainsi plus longtemps en arrière. L'enchaînement des funérailles, avec leurs prières répétitives et plus ou moins sincères, Shigematsu, que l'on contraint de les lire, n'est sans doute pas le plus dévot des hommes, s'il a ses propres croyances, c'est-à-dire ses propres illusions, marque l'écoulement du temps, impitoyable mais sans esbrouffe, avec une simplicité lapidaire dans l'exposition qui ne rend ces scènes que plus absurdes et donc tragiques. Ce qui illustre cependant tout à la fois l'horreur des radiations et la méconnaissance que l'on en a, c'est le cas de Yasuko. La jeune femme va sur ses 25 ans, et elle est charmante comme tout.
Elle vit depuis Hiroshima à la campagne, auprès de son oncle et de sa tante. Sa mère, la sœur de Shigematsu, est morte à sa naissance. Quant à son père, brièvement entreaperçu dans le film, elle n'a guère de relation avec lui. Mais les Shizuma désespèrent de la marier un jour, car c'est là le seul moyen de concevoir pour elle un avenir, et le débonnaire bonhomme et sa gentille épouse envisagent Yasuko comme leur propre fille, celle qu'ils n'ont jamais eue. Mais personne ne veut épouser Yasuko, dans ce système de mariage arrangé où les Shizuma consultent nombre d'intermédiaires. Yasuko, elle était à Hiroshima. Elle a subi de plein fouet l'éclair. Elle tombera forcément malade, voire, et c'est bien pire encore, elle ne peut qu'être stérile. Aussi les désillusions s'enchaînent-elles, aux grandes dames des Shizuma, et peut-être davantage que de Yasuko elle-même. Shigematsu n'en revient pas de ces rejets multiples. Il est obnubilé par cet ultime argument. Mais non, elle n'a pas été irradiée. Elle n'était pas vraiment là sur le moment. Tout ce qu'elle a subi, c'est cette pluie noire, et rien d'autre. Elle n'est pas du tout irradiée. Il n'en démord pas. Et va jusqu'à fournir des preuves aux marieurs éventuels, ou directement aux beaux partis, probablement davantage encore à leur famille. Il recopie les passages de son journal et de celui de Yasuko qui traitent de la catastrophe. Il va même jusqu'à les confier à un médecin pour expertise, supposant que le récit sincère de cette pluie noire suffira à convaincre le docteur de certifier la parfaite santé et la fécondité de Yasuko. Bien sûr, le spectateur du film de 1989 sait ce qu'il en est, et que ces journaux soient l'occasion de flashbacks oriente bien sûr notre ressenti. Oui, Yasuko est évidemment irradiée, elle tombera inévitablement malade, et disons que Shigematsu, à son tour, désarmé, sera amené à chercher un bien illusoire réconfort dans des actes de foi aussi dénués de sens que la vie et la mort elles-mêmes. Mais d'ici là, les échecs amoureux de Yasuko, à supposer qu'il s'agisse d'amour, affectent probablement plus son oncle et sa tante qu'elle-même. Stoïque, si elle ne dit rien, Yasuko se doute bien de quelque chose. Et il n'y a rien d'étonnant à cet égard si elle ne trouve de véritable réconfort, tardif, qu'auprès de Yuichi, un autre traumatisé de guerre, au mal secret, mais qui, tout empêtré qu'il soit dans ses illusions d'assaut militaire, envisage peut-être la réalité pitoyable de son existence avec une lucidité faisant défaut aux aimables Shizuma. Certes, Pluie Noire n'est pas exactement un feel-good movie. Pour autant, il ne s'agit pas d'un film aussi unilatéral qu'on pourrait le croire. Et surtout, il sait se montrer suffisamment habile et juste pour éviter le pathos associé au sujet. À vrai dire, il se montre d'autant plus pertinent à cet égard que, dans son optique quasi-documentaire, il sait ménager des moments lumineux. Dans ce cadre bucolique où la bande de vieux copains irradiés passe ses journées à lézarder au bord d'un étang et à taquiner la carpe, même pas pour la manger, mais pour s'assurer de ce qu'elle grandit et continuera à grandir. Cet environnement a quelque chose de souriant sans même être véritablement forcé, et la communauté villageoise, avec ses amitiés autant que ses vagues disputes, est pleinement humaine. Elle n'a rien d'un sanatorium transitoire, vague étape mesquine séparant la vie de la mort sans autre propos. Les irradiés sont des morts en sursis, oui, mais ils ne sont pas que cela. Et aussi tragique au fond soit la condition d'un Yuichi au milieu des cancéreux, le sourire peut étrangement être de la partie quand il cède à ses fantasmes de combattant, le rire même. La chute n'en est sans doute que plus terrible. Bien sûr, la technique va de pair. La réalisation d'Imamura est sobre, caractère qui ressort peut-être d'autant plus en raison de son usage à la fois inventif et académique, disons entre les deux, faussement académique, du noir et blanc, un peu sale, et pourtant lumineux le cas échéant. Les effets de réalisation, au sens le plus visible, sont somme toute rares durant la majeure partie du film, ce qui participe sans doute de sa dignité. Au fur et à mesure, cependant, Imamura glisse des plans plus inattendus, et probablement de plus en plus à mesure que le film progresse. Dans la dernière demi-heure, tout particulièrement, où les funérailles gagnent en horreur à être narrées au travers de lugubres travelling, jusqu'au sublime plan de la conclusion, où la composition de l'image, littéralement, évoque au sens le plus matériel de l'expression une nature morte s'insinuant dans la carte postale bucolique. Il faut sans doute mentionner ici une scène assez forte, et qui tranche sur les dispositifs globaux du film, sans que cela paraisse incongru pour autant. Le récit douloureux par Yuichi, en pleine lumière, spot pointé sur lui de son traumatisme, en écho savoureusement et tristement grotesque du traumatisme insidieux des irradiés, contraints à attendre la mort sans même savoir pourquoi. Le film n'est d'ailleurs pas neutre à cet égard, s'il n'a pour autant rien d'un pamphlet. Forcément, en ce qu'il est plus un film sur le traumatisme de Hiroshima que sur Hiroshima à proprement parler. La perspective de l'après domine, qui justifie ces allusions bienvenues, mais jamais vraiment développées, au conflit qui se déroulait alors en Corée, où un Truman n'excluait pas le recours une fois de plus à l'éclair qui tue. Manière sans doute de désigner sans le dire MacArthur, fervent partisan de l'emploi de la bombe, alors même qu'il dirigeait l'occupation américaine dans ce Japon anéanti par la dite bombe.
Par allusion donc, on évoque un monde d'après la bombe, un monde assez idiot sans doute pour en faire de nouveau usage, mais où le stoïcisme des victimes n'en fait pas pour autant totalement des statistiques résignées. Peut-être ne pourront-elles pas faire grand-chose en définitive, mais dire non, c'est déjà beaucoup. Très beau film donc, dur sans doute, poignant assurément, subtil souvent, pertinent toujours. Encore une réussite d'Imamura Shohei, confirmant bien qu'il me faudra sous peu creuser davantage sa filmographie.